Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 89e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 20 février 2023 et une semaine avant la semaine de relâche. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ah, ça va, ça va. La semaine de relâche, ça a-tu un impact dans ta vie, ça? Ta fille, elle n'a même pas... Non, mais... Non, ben ma blonde est prof, fait que oui. Ah, oui, ok, c'est ça l'impact que ça a dans ta vie. Ouais. Puis, étant donné qu'on on va sûrement aller dans un chalet avec des amis à la fin de la semaine de relâche, je pense qu'on va garder la petite à la maison aussi, question qu'elle ramène pas une cochonnerie de la garderie. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Hein. Ouais. C'est trop, pour pas être obligé de rester chez vous puis rien faire finalement. Exactement. Yes. Fait que pour commencer, on va parler de nos plateformes pour ceux qui se joignent à nous et qui veulent essayer une différente plateforme. On est sur Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Facebook sur la page Entre deux martinis, sur Twitter @2martinis, le 2 en chiffres, Instagram Entre deux martinis. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre deux martinis @gmail.com, entre deux martinis tout en lettres. Fait que, Tristan, est-ce que, me semble que la semaine dernière, parce que là, c'est vrai, on est rendu, on n'est pas pire, là, sur le pace, là, on a des épisodes à toutes les semaines, ça veut dire qu'on a des invités à toutes les semaines. Oui, fait que la semaine prochaine, on en a un autre aussi, fait que ça va super bien. Exact. Puis là, ben, il me semble que la semaine passée, tu avais parlé que tu allais revenir avec une recette ou un gin ou quelque chose. J'ai un gin, terre à boire, j'en avais-tu parlé la semaine passée? No. Pas ça. Terre à boire, gin forestier, biologique, vraiment très bon. Dans un martini, il est pas salé, là, parce que je sais que dernièrement, on est sur notre tendance de gin un peu plus salin pour les martinis, plus qu'on les aime dirty, qui sont déjà salés. Mais c'est un gin forestier. Il réinvente pas la roue, mais il appelle ça aussi un gin fermier. Fait que ça, j'ai toujours pas réussi à trouver exactement c'était quoi la distinction. Fermier? Ouais, un gin fermier, c'est ça qui est écrit sur la bouteille. En fait, je petite odeur de ferme. Non, c'est ça sent pas le puant ou le fumier, okay. Je te l'assure. Mais je l'avais offert en cadeau à quelqu'un avec qui c'était l'anniversaire au début du mois de janvier. À la fin du mois de janvier. Puis là, ben, j'y avais goûté, puis je me suis dit que ça devait être bon dans un martini. Alors là, j'y ai goûté en fin de semaine dans un martini, puis c'est délicieux. Mais c'est forestier, fait que c'est plus des arômes de sapin, épinette et tout ça. Ah ouais, moi, mon genre. Ouais, que c'est délicieux. Puis, il est-tu bien cher? Non, il est pas pire, il est autour de 50$, juste un petit peu moins cher que 50$. Fait que c'est quand même assez... c'est raisonnable. Bon, pas mal là-dessus. Toi, t'as-tu fait un premier martini sobre? Ben, pas sobre, mais en fait... Non, j'ai pas encore acheté le... Je t'avoue que des Bloody Caesar après des martinis, c'est pas mal mon drink préféré. Genre, tu sais, c'est comme dangereux quand je mettons au restaurant, là, c'est pas un bon choix à prendre ça au restaurant pour moi parce que en une minute, il y a plus de Bloody Caesar dans mon verre. J'aime tellement ça, je suis capable de caler ça. Fait que non, mais j'en ai vu, par exemple, hier, j'étais pressé un petit peu, par contre, là, mais j'en ai vu des gins à l'épicerie, là, sans alcool, fait que je vais peut-être en essayer un. Mais sinon, que j'avais pas essayé, que j'ai eu aussi en cadeau, le Norrois, gin, dry gin boréal. Yes. Je l'avais pas essayé, c'est drôle, on dirait que je le voyais souvent à la sac, puis je l'achetais jamais, finalement je l'ai eu. Il est quand même bon pour eux. Okay. Il fait très bien le job. Ça as-tu déjà goûté? Oui, ben en plus j'ai goûté aussi sur les autres qui font les produits pour la poche bleue, ça se peut. Ouais, exact. Les bières, la poche bleue, là, Guillaume Latendresse, puis... Exactement. Maxime Lapierre. Ouais. Ils font les produits pour eux autres. Fait que oui, j'ai déjà goûté le gin, il est vraiment très bon. Je veux dire, c'est pas à se péter la tête, c'est mûr, mais c'est très... il est bon, il est de qualité, puis... J'ai remarqué qu'à la SAC, il y en a de plus en plus des gins, en fait, de plus en plus. Dans la section où est-ce qu'ils ont des gins qui sont pas nécessairement québécois, là, mais il y en a des sont quand même assez dispendieux, fait que tu te dis, c'est comme touché des fois d'un coup tu l'achètes, il est comme 75-80$, puis il goûte le Kepler bord de mer. Ouais. Un peu décevant.
Non, ça c'est clair. Dans les plus dispendieux, c'est ceux de Menot, là, mais lui au moins c'est une valeur sûre. Là. Mais en tout cas, lui, Ouais, il y en Mano, a c'est vrai qu'il est qui, bon. C'est vrai qu'il est bon. il y en a qui sont Sinon, plus. il y a une autre affaire que j'ai essayé en fin de semaine, Ouais, qui est une atrocité. ok. J'étais allé souper chez un ami, puis j'ai acheté, je me suis dit, attends, je vais acheter juste tu sais, quelques bières de microbrasserie, là, pour amener, tu sais, au lieu de, ça fait changement des fois de la petite, la bière normale, tu sais. Puis, il y avait, je sais pas si tu connais la brasserie Amiral. Ça me dit rien. OK, ben, d'ailleurs, il y a deux produits. Il y en a, ben, ils ont plus que deux produits, là, mais il y a deux produits que faut que je parle. Il y en a un, c'est une bière brassée façon gin. Ok. La canette est noire et vraiment bonne, cette bière-là. Dans le fond, elle est quand même forte, là, c'est 6,9%. Mais Ouais. très, très bonne. Mais ils ont aussi sorti un autre que c'était Margarita. Arc. Et là, moi, je lis la canette, puis tu sais, j'hésite. Je lis la canette, puis comme, ça doit être pas si pire. Je vois le mot salé, ça m'interpelle immédiatement. Puis là, bon, OK, avec une petite touche de citron, je me dis, bon, ça va goûter un petit peu la margarita. Margarita, c'est pas si mauvais que ça. Je l'essaye. Et, aïe, aïe, aïe. Ça goûte le boomerang. Tu te rappelles-tu des boomerangs? Ah, c'est dégueulasse, oui, absolument. La La tornade boomerang, ou ces la affaires-là, là. tornade, la boomerang, Insta ouais, ouais. malade, là. La vodka et tout ça, là, ces Ouais, affaires-là. ouais, Là, tu bois ça, puis t'es assuré après deux d'être malade, là. ouais, absolument. Fait que finalement, c'était Wow. dégueulasse. Ouais. Ok. Je te dis, j'ai pensé fermer ma compagnie puis aller travailler là pour leur donner des conseils. Wow. Oh, fou, fou, fou. Je me demandais c'était quand que ça allait arriver, puis t'as réussi à plugger deux choses. Un, que t'avais goûté à une bière qui était infecte, puis deux, t'étais capable de faire une transition pour ce qui s'en vient. Fait que toutes mes Ah, félicitations. C'était coup je de te jure, défi gagné. j'avais chaud, je savais pas comment je Ouais, je le l'amènerais. sentais. Excellent, Yes! excellent. Fait que, bon, sur cette belle transition, en fait, comme vous savez, maintenant, les épisodes, on a toujours des invités, puis je l'ai dit au début qu'on avait un invité aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Luc Gosselin, en fait, qui est directeur de la transformation chez TransCanada Capital et qui était entrepreneur auparavant. Donc, Luc, tu peux allumer ton micro, puis te joindre à nous. Comment ça va? Bonjour messieurs, ça va Salut, super Luc. bien vous autres? Yes, ça Ça va, va ça bien. va. Merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. Je Très pense que c'est cool. ton premier podcast que tu nous disais. Un peu, hein? Exactement, c'est mon baptême en fait du podcast. Ouais. Mais non, je pense que ça va être une belle expérience. Puis là, vous m'avez donné soif. Ça tombe Mais je bien, me suis pris un verre d'eau là. Ah, OK. Ben, en fait, vu que tu nous dis qu'on t'a donné soif, on va commencer tout de suite avec les bonnes habitudes. Tu peux-tu nous dire qu'est-ce que tu aimes boire ou ton drink préféré? En fait, mon drink préféré, moi, c'est vraiment la bière Boomerang. Oups! Non, 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 c'est pas vrai. Je suis plutôt un fan, en fait. Je suis pas très cocktail, plus vin rouge, je dirais. Donc, je suis vraiment un fan, en fait, des vins italiens, surtout ceux qui viennent de la région de Piemonte. Donc, Barolo, Barbaresco, Brunello. Sinon, mettons, si j'en ai un à suggérer que j'aime bien, pas à chaque semaine, mais dans le fond, c'est le Produttori del Barbaresco. À essayer pour ceux qui sont des fans de vin. Sont C'est quand même quel assez tanniques. Ça se trouve à SAQ? Ouais, ça se trouve à SAQ, en fait, voyons, la section sélection. Puis Parfait. c'est un vin qui se détaille environ à 50 là. Donc c'est pour ça que je dis peut-être pas à chaque semaine, mais une fois de temps en temps, là, Une bonne c'est bouteille. toujours exactement une bonne la fin de bouteille. semaine avec un gros morceau de viande. Ouais. Exactement. Pour Marc-Antoine, ceux qui mangent la viande. Marc-Antoine, Ouais. avec tes cartes cadeaux que t'as à passer, tu pourrais aller t'en chercher un. Effectivement. Mais, non, mais j'adore le Ça, vin c'est pour aussi. les invités, ça, les cartes cadeaux. Non, on n'est pas rendu là encore. Ah! Faut avoir la SAQ comme commanditaire pour que ça puisse se passer. Hein. Ouais, effectivement, on On devrait va aller travailler essayer là-dessus. d'avoir ça. À plugger toutes les gins qui vendent dans leur rayon, à un moment donné, j'imagine que ça va arriver. Ça pourrait être un bon commanditaire, effectivement. Ouais. Fait que, écoute, on t'a présenté, est-ce qu'on t'a bien présenté, en fait, de ce que tu fais dans la vie, puis... Ouais, oui, je pense que effectivement, dans le fond, je suis directeur transformation chez TransCanada Capital. Essentiellement, TransCanada Capital, c'était anciennement en fait la caisse de retraite d'Air Canada. Donc, il y a environ 4 ans, dans le fond, la caisse de retraite d'Air Canada a décidé, vu son succès, dans le fond, des différentes stratégies qu'elle avait là, d'investissement, a décidé en fait de faire un spin-off puis de former un gestionnaire d'actifs
pour aller chercher des clients externes. Donc, moi, je me suis joint vraiment au début de cette transformation-là. Puis, étant donné que mon parcours, dans le fond précédent, c'était vraiment d'avoir bâti de zéro un gestionnaire d'actifs, c'était là qu'il y avait un fit, un alignement, dans le fond, une adéquation là, avec mon expertise, puis ce que Air Canada est en train de faire. Là. OK. Puis justement, ton parcours avant, ça ressemble à quoi? Essentiellement, j'ai commencé ma carrière. Moi, j'ai étudié en finance, donc j'ai fait un bac en finance. J'avais commencé une maîtrise, j'étais un petit peu tanné d'étudier, donc j'ai décidé en fait d'arrêter l'université après mon bac, même si j'avais eu une bourse en fait pour faire ma maîtrise. Puis j'ai commencé en fait ma carrière chez Desjardins Gestion d'actifs. Donc, c'était en fait, au début, je suis plus le genre de personne qui aime ça compléter ce qui commence. Bon, finalement, ça a été une bonne décision parce que j'ai commencé chez Desjardins juste avant la crise de 2008. Donc, la crise a fait en sorte qu'il y a eu un gros ménage, en fait, chez Desjardins. Donc, ça a créé des opportunités là, pour les plus jeunes comme moi. Donc, par la suite, en fait, donc je suis atterri rapidement là, dans l'équipe du CIO, qui est le chef des investissements chez Desjardins. Donc, je suis devenu rapidement gestionnaire de portefeuille. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Par la suite, un petit peu entrepreneur dans l'âme, là, j'ai décidé de suivre mon patron de l'époque pour cofonder, en fait, une firme de gestion de portefeuille vraiment de zéro. Donc, fait ça pendant 6 ans. Donc, ça, c'est l'histoire rapide, là. OK. Puis par la suite, c'est ça, là, je me suis retrouvé chez TransCanada Capital. OK. Est-ce que c'était un de tes clients? TransCanada Capital? Non, du tout, en fait. C'est tout simplement, j'avais un ami qui avait entendu dire qu'on fermait notre firme, puis qui m'a contacté en disant qui parlait un petit peu du plan de match d'Air Canada. Donc, on a commencé à avoir des discussions, puis c'est là, en fait, qu'on s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait une belle opportunité pour moi là, pour transitionner plus de mon ancien, plus, je dirais, profil un peu plus entrepreneur vers plus de l'entrepreneurship. Là. OK. Puis, Mais, ouais, vas-y, Marc-Antoine. Ben, en fait, parce que tu dis, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu t'es associé avec ton ancien patron, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis pourquoi, après 6 ans, vous avez dit, si tu peux en parler, bien sûr, mais pourquoi... Oui, non, absolument. En le fond, on a parti une firme de gestion de portefeuille, je dirais, au début vraiment de zéro. Puis nous, ce qu'on visait comme clientèle, c'était plus des clients institutionnels. Donc, essentiellement des caisses de retraite, dans le fond, des fondations, etc. Donc, des tickets habituellement qui sont des 50 millions au moins, en fait. Sinon, c'est pas les caisses de retraite sont pas très intéressants à investir avec toi. Donc, c'est vraiment un challenge de partir une firme de zéro. Puis d'aller convaincre en fait des institutions de nous confier des actifs. Donc, on l'a fait pendant 6 ans. Donc, au début, quand on a commencé, on était très innovateur dans les genres de stratégies de placement qu'on faisait. Donc, on utilisait beaucoup la technologie pour gérer les portefeuilles de façon automatique. Donc, quand on est rentré dans le marché, les frais étaient intéressants, je dirais. Puis, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de compétiteurs qui sont rentrés dans le même genre de stratégie d'investissement qu'on a fait. Donc, ça a fait en sorte que les frais ont diminué de 66 %. Donc, même si on avait réussi à lever un demi-milliard d'actifs, ça devenait vraiment difficile avec des frais là, qui avaient diminué de 66 %. Donc, on a tout simplement décidé... Qu'est-ce que tu veux dire, des frais? Les commissions? Ouais, en fait, comment ça fonctionne dans ce domaine-là? C'est vraiment un frais qui est basé sur l'actif sous gestion. Donc, un pourcentage, en fait, de l'actif que tu gères. Donc, je te donne un exemple. Là, si tu gères 100 millions, tu peux charger, par exemple, 30 points de base, qui est 0,3 %. Ben ça va être les revenus de ta firme. Là. OK. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme c'est par palier, en fait, là, dans le fond, que ça fonctionne C'est par palier. La même chose que quand vous allez à la Caisse des Jardins ou à la Banque nationale ou autre, pour investir votre épargne, en fait, les représentants vont se prendre un pourcentage de frais annuels sur la valeur des actifs que vous investissez. Non, c'est ça. Les frais, c'est juste parce que je pensais, tu sais, dans le fond, quand les frais baissent, moi, dans ma tête, c'était plus les frais de courtage. Tu sais, si moi, j'investis, mettons, à travers une plateforme, si les frais baissent, il me semble que c'est une bonne nouvelle. Mais là, dans ton cas, c'est les frais, c'est comme ta commission, dans le fond. Exactement, c'est ça. C'est une moins bonne nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle. Ouais, non, c'est ça. C'est bon pour les investisseurs, par contre. C'est juste que il faut vraiment que tu aies une taille d'actifs assez importante pour que tu puisses rouler parce que les coûts d'opération sont super élevés là, dans ce domaine-là. Ouais. OK.
Fait que là, tu t'es dit, ça marche pas, on tire la plug, quoi. Ça a-tu été Ouais, graduel? ben, on est arrivé à cette conclusion-là qu'après 6 ans qu'on avait essayé de lever des actifs, dans le fond, c'était peut-être le bon temps, Mané, d'aller faire autre chose parce que c'est sûr que à mon âge, bon, il y avait des différences, je dirais, de génération où mon ancien patron était plus rendu près de la retraite. Moi, je suis dans mes bonnes années, fait que c'est sûr que faire des sacrifices, c'est correct, mais Mané, tu te rends compte aussi que tu te poses la question, Mané, est-ce que je fais ça? Dans le fond, est-ce que ça va fonctionner dans 5 ans, 10 ans? Puis Mané, tu arrives à la conclusion que c'est peut-être pas. Donc, pris Moi, la décision tout simplement là, d'aller faire d'autres choses. je pose la question pour mon bénéfice personnel, mais je suis sûr que c'est Ouais. intéressant à entendre. Ouais. Vous êtes fait un peu couper l'herbe sur le pied par justement, j'imagine, des plus grosses institutions qui sont arrivées avec des prix et des frais beaucoup plus avantageux. Fait que ça a coupé en fait dans le marché. Est-ce que votre entreprise, votre modèle d'affaires aurait fonctionné plus longtemps puis mieux dans d'autres pays, dans d'autres juridictions? Puis, En fait, je dirais le marché vraiment de l'investissement, c'est un marché qui est mondial. Donc, on se battait contre des firmes américaines qui ont des gros moyens. Donc, tu sais, pour donner un exemple, dans ce domaine-là, quand on est rentré, c'était environ 0,35 les frais environ qu'on pouvait charger. okay. Puis à la fin, c'était en bas de 0,1 mais ces firmes-là, ils ont des trillions de dollars sous gestion. Donc, c'est pas, comment dire, c'est vraiment difficile de compétitionner avec des firmes comme ça, là. OK. Je comprends. Puis, Ouais. Transcapital, où est-ce que tu es maintenant? Eux autres, ça ressemble à quoi les actifs sous gestion qu'ils peuvent avoir en ce moment? En fait, TransCanada Capital, c'est environ dépendamment des marchés, là, environ 25 milliards d'actifs sous gestion. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a une taille qui est intéressante. Donc, c'est plus facile, en fait, d'avoir toute une équipe, de pouvoir payer les salaires, payer les systèmes et tout ça. Donc, c'est pour ça que quand tu es un petit gestionnaire indépendant, c'est vraiment difficile d'atteindre ces masses critiques-là qui permettent d'opérer là, puis d'être rentable. Puis est-ce que, parce que anciennement, c'était juste le régime de retraite de Air Canada, maintenant, est-ce qu'il s'est rendu un bras complètement indépendant ou ça relève encore de Air Canada? En fait, on est toujours une filiale de Air Canada. Okay. La seule différence, c'est qu'on est vraiment une filiale, là, une entité légale distincte, donc on opère de façon indépendante, là. OK. Puis quand tu étais, moi, je reviens en arrière, quand tu étais, dans le fond, tu sentais que ça allait pas, puis que vous alliez devoir probablement tirer à plug. C'était quoi ton mindset? Est-ce que tu as vu le fait d'arrêter comme un échec ou qu'est-ce que c'est sûr que quand tu as mis 5 ans, 5-6 ans dans une firme, beaucoup d'énergie, beaucoup de coûts d'opportunité en termes de salaire, c'est sûr que tu vois ça comme un échec au début. Peut-être en fait, si je pouvais revenir en arrière des fois, il y a oups. Hello. Ouais, t'entends. Ouais, ok, excusez, mon écran a lâché. Non, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des fois, la frontière est très mince entre de l'entendement puis être persévérant. Donc, peut-être que j'aurais pu mettre fin à l'expérience peut-être 1 an avant. J'aurais tiré les bons apprentissages quand même. Mais je dirais, fait que c'est ça. Fait qu'à court terme, je l'ai vu un peu comme un échec. Mais je dirais, ça m'a vraiment permis de développer des compétences puis d'occuper le poste aujourd'hui que j'occupe. Puis vraiment avoir beaucoup de nouvelles compétences développées. Donc, aujourd'hui, je le vois plus comme, le succès, c'est la somme des expériences. En fait, l'expérience, c'est la somme des expériences passées, puis aussi des différents échecs. Donc, l'échec fait partie du succès. C'est comme ça que je le vois maintenant, je dirais. Ben, c'est pas un échec comme tel. Comme tu as dit, c'est plus un apprentissage que d'autres choses, mais non, mais en fait, juste, tu ne donnes pas non plus l'impression d'avoir perdu ta chemise là-dedans complètement non plus. Là. En tout cas, non, là, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'avoir été si souffrant que ça. Je veux dire. Non, mais tu sais, c'est sûr, un conseil que je donnerais à ceux qui veulent se partir en business, c'est super important de, d'avoir un bon coussin avant de se lancer en affaires. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles. Donc, en ayant un coussin, ben, ça te permet justement d'être un petit peu plus indépendant puis pas être nerveux financièrement, là. Ouais, moi, ce que j'avais fait, j'avais augmenté mes soldes de cartes. T'augmentes tes soldes de cartes de crédit disponibles.
Fait qu'en cas de, Tu comprends, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est exactement le contraire de ce que Luc vient de nous dire. C'est un autre oui puis non, là. Je veux dire, ça prend de l'argent quelque part. Fait que. Ah, ça, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui a, ils disent, 6 mois de salaire, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a ça, là. Fait que, non. moi, je me suis dit, j'augmente mes soldes. C'est pas beaucoup 6 mois de salaire non plus, on va se le dire. Je veux dire, ça va vite, mais oui, ben c'est un bon truc aussi, le truc d'avoir assez de crédit. Là. Parce que de toute façon, après ça, si t'as pas, si tu pars à ton compte puis que tu pars ta compagnie puis que t'as pas de crédit puis que t'en as besoin, c'est pas mal plus tough à aller chercher si t'as pas un revenu fixe. Fait que moi, je me suis dit, j'augmente mes soldes avant de partir à mon compte. Puis là, ben, tout est fait. Fait que là, quand je fais le move, ben là, après ça, too bad. Vous l'avez approuvé. Je vais pas revenir à l'arrière. Dans quel domaine, Marc-Antoine? J'ai mon agence de marketing numérique. Ah, ok. Bon. C'est un bon secteur. Ouais, ben, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de frais, là. Moi, dans le fond, tu sais, toi, tu parlais des frais technologiques tantôt que tu avais pour tous les logiciels. Moi, c'est vraiment une business de service, fait que c'est sûr, c'est un petit peu moins risqué, si on veut, là, dans le sens que si jamais ça fonctionne pas, ben, tu sais, je fais juste arrêter, puis j'aurais pas perdu d'argent vraiment. Là. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment du domaine. Dans ton domaine, j'aurais été plus à l'aise de partir avec une marge de crédit. Ouais. Mais dans notre domaine, c'est aller chercher un client, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. C'est ça. Puis il n'y a pas aussi quelque chose dans le domaine financier qui est réglementé par rapport justement aux dettes, puis par rapport aux entreprises, puis il n'y a pas quelque chose comme ça aussi? Peut-tu juste... je suis pas sûr de comprendre. Mettons, en fait, quand tu étais en affaires, quand tu avais ta firme, t'étais réglementé par l'Autorité des marchés financiers, j'imagine? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, puis l'Autorité des marchés financiers, est-ce qu'il n'y a pas certains critères à respecter par rapport justement au niveau d'endettement, puis au niveau de cash flow, puis... Oui, exactement. En fait, l'AMF exige qu'il y ait tout le temps, qu'on soit tout le temps solvable, qu'on ait quand même une marge de manœuvre importante. Okay. Donc, mais tu sais, il y a si on veut, la capitalisation de la business. Puis après, en tant que, on était des employés aussi. Puis après, il y a le salaire que la société nous paye, avec lequel on vit. Donc, c'est important d'être bien capitalisé des deux côtés, là, je dirais. Mais tu sais, après toutes les affaires à la Norbo puis Madoff tout ça, le monde n'est pas plus frileux justement d'investir dans des compagnies comme ça? Définitivement. C'est sûr que, je veux dire, moi, j'aurais été incapable de me lancer seul dans cette aventure-là, dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine de crédibilité. Mon ancien patron, en fait, était le chef des placements chez Desjardins. C'est une personne super intègre qui est impliquée beaucoup dans CFA Montréal, CFA je veux dire plus au niveau global. Donc, sa réputation a fait en sorte que les investisseurs avaient confiance. Mais sans cette personne-là, qui s'appelle Jacques Lucier, ça aurait été impossible de lancer une firme là, de gestion. Là. Parce qu'effectivement, avec tous les scandales à la Norbourg, définitivement, les investisseurs sont plus... Frileux. sont plus inquiets, frileux. Je pense quand même aussi qu'ils ont mis en place des paramètres et des mécanismes. Ben, ça, là, d'avoir un minimum de solvabilité. Que ça se reproduise. Ouais. Exact. Tu sais, je dirais aussi les investisseurs, ils font leur propre enquête. Là. Ils viennent à nos bureaux, ils font des audits, ils font des enquêtes criminelles sur nous. Ils s'assurent de venir voir comment on gère l'argent. Ils s'assurent en fait que l'argent soit dans des comptes de banque, en fait, puis qu'il y ait des états financiers qui soient produits par des auditeurs qui sont reconnus. Donc, tu sais, il y a plein de mécanismes en place qui font en sorte que ça donne une certaine confiance là, tu sais, pour protéger les investisseurs. Mais toi, après ça, est-ce que tu as pris un temps de pause avant d'aller travailler chez TransCanada ou si l'opportunité est arrivée tout de suite? Parce que tu aurais pu te dire, j'aime ça avoir mon entreprise, etc. Je vais essayer de partir à autre chose ou je sais pas, tu sais. En fait, je dirais, j'ai parti autre chose pendant que j'étais en train de travailler pour Ipsol Capital, donc avec d'autres associés. Une compagnie qui s'appelle Meridex, qui est une compagnie, en fait, qui visait à venir révolutionner un petit peu tout ce qui est le change de devises. Donc, j'avais commencé, en fait, c'est que Ipsol Capital, je me joignais au projet de quelqu'un comme partenaire. Puis Meridex, c'était vraiment une idée qui m'était venue quand je travaillais chez Desjardins. Donc, c'est ça. J'ai comme roulé un peu les deux en parallèle pendant cette période-là. Là. Pendant la période que tu avais ta compagnie.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, t'as plus rien. Dans le fond, l'autre Miridex non plus. Non, c'est ça, exact, mais c'est pour des raisons différentes. En fait, c'est parce qu'il y a toujours un point commun dans les différents projets dans lesquels je m'implique. Euh, c'est toujours le mélange de la finance et de la technologie. Donc, Meridex, essentiellement, le concept, là, c'est que quand je travaillais chez Desjardins, j'étais gestionnaire de portefeuille, je faisais des transactions de change, puis je voyais combien les institutionnels payaient de commission, comment c'était bas. Donc, j'ai fait un petit sondage auprès des amis qui ont des entreprises, puis je me suis rendu compte, en fait, que les entreprises, les moyennes entreprises, les PME, en fait, payaient à peu près la même chose que les indus payent quand ils vont changer leurs 100$ à la caisse, hein, ou à la banque. Donc, environ un 3%. Pour des quantités d'argent beaucoup plus importantes, on s'entend. Là. Exactement. Donc, tu sais, en moyenne, là, le retail va payer environ 3% sur les transactions de change. Donc, si tu t'en vas à la banque, tu t'en vas en voyage, tu changes 1000$, ben, ça va te coûter à peu près 30$ de frais. Mais on peut comprendre pourquoi la banque charge ça parce que en fait, la banque, elle doit payer le commis qui va s'occuper de changer l'argent, elle détient quand même l'argent, il y a un risque et tout ça. Donc, tout le risque, en fait, de blanchiment d'argent qu'elle doit s'assurer de valider. Ouais. Mais au niveau des sociétés qui changent, par exemple, 1 million par année, quand elles payent 3%, c'est 30 000 C'est vraiment un clic, c'est vraiment une instruction énorme, dans un ça système. Ça n'a aucun sens. Là. Wow. Non, Okay. c'est vraiment énorme. Donc, nous, on avait trouvé des moyens, en fait, de changer 1 million pour 20$. Fait que ça vous montre un peu la marge que les banques peuvent se prendre. Là. 1 million pour 20$ au lieu de 30 000? Au lieu de 30 000, oui. Fait que là, on s'est dit, entre 20$ et 30 000, on devrait être capable de trouver un chiffre qui est intéressant pour les clients et qui est intéressant pour nous autres. Mais je comprends pas. Comment tu fais pour faire ça si la banque charge des frais? Mais ça, c'est une job de. Je veux dire, c'est du cambisme aussi, c'est ça, je pense? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est du cambisme, mais nous, dans le fond, on voulait vraiment. Du cambisme? Du cambisme, c'est essentiellement, c'est juste dans le fond, le cambisme, c'est le nom de l'expert qui est capable de te changer de l'argent d'une devise à l'autre. Hein. Ouais, c'est ça qui transige. Ben, en fait, ça fait partie aussi des frais des institutions financières. Ils ont des cambistes, j'imagine, qui travaillent dans leur bureau pour transiger, négocier les devises, tout ça. C'est sûr aussi. Il n'y a pas juste des commis, il doit y avoir des cambistes aussi. Exact. Mais le truc, là, dans le fond, il est vraiment pas compliqué. Tu sais, tantôt, tu parlais, Marc-Antoine, de compte de courtage, les frais de commission. Ouais. Tu t'ouvres demain un compte chez Interactive Brokers, puis tu es capable de trancher 1 million pour 20$. Tout seul. C'est tout simplement une transaction. Là. Okay. J'achète. Okay. Donc fait que tu passes par un genre de Wealthsimple, c'est ça, là, une affaire dans le même? Non, pas un Wealthsimple, mais plus un courtier, là, comme la Banque nationale a son courtier. Mais il est virtuel, toutes les banques. Fait, il est virtuel, exactement. Fait que tu mets de l'argent dans ton compte de banque, puis au lieu d'acheter, par exemple, des actions d'IBM, ben, tu achètes du dollar canadien ou du dollar US ou bref. C'est le même. Luc, qu'est-ce qui justifie que pendant des années, tu sais, je veux dire, sachant ce que tu viens de nous dire là, il y a des entreprises qui acceptent quand même de payer le 3% de frais puis de continuer? Ouais, ben parce qu'ils le savent pas. OK. Excellente réponse. J'ai pas d'autres questions. Wow. En fait, la plupart des gens avec l'échange de devises, c'est compliqué, là, c'est mélangeant et tout ça. Puis vu que la commission est inclue dans le taux, bien, à moins que tu sois vraiment dans ce domaine-là, ça peut être compliqué à comprendre. OK. Donc, mais bon, ceci étant dit... Mais qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que ça n'a pas fonctionné, finalement? Ouais, parce que ça me semble prometteur. Comme... Ouais, je veux dire, ton concept est prometteur, j'ai le goût d'investir. Je suis là. Avec mes partners, en fait, on se disait Liberté 35, si ça fonctionne. Écoute, c'était... essentiellement, ce qu'on voulait ouvrir, c'est un bureau de change virtuel. Donc, pour faire ça, c'est, dans le fond, une réglementation, tu es assujetti à une réglementation de l'AMF. Donc, on s'est dit, bon, mais on va aller chercher notre permis pour être capable de vendre des services financiers de change. Donc, on a rempli le petit formulaire, puis il y avait une case en bas qu'on pensait jamais que ça serait si compliqué, qui demande un numéro de compte ESM, Entreprise de services monétaires. Donc, pour être capable d'ouvrir un compte comme ça, il faut aller dans une banque, puis il faut que la banque nous ouvre, en fait, le compte de banque. Donc, malheureusement, les banques
voulait pas nous ouvrir ce compte de banque-là. OK. Étant donné, bon, il Même si tu disait avais des que... contacts chez mettons, Desjardins, puis... Non, ben on a fait la tournée, en fait, de toutes les banques. Les banques ont toutes dit non, étant donné qu'ils trouvaient ça risqué à cause des lois sur le blanchiment d'argent. Puis, après, on a analysé le modèle de Desjardins, puis on s'est rendu compte que toutes les caisses, en fait, étaient vraiment des entités différentes. Donc, on a été capable d'ouvrir un compte de banque dans une des succursales. Donc, finalement, on a réussi à faire notre première transaction. Finalement, ça a pris 2 ans. Où est-ce qu'on a prouvé que notre modèle fonctionnait. OK. Donc, on était sûr que tout allait bien aller. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir un client, qu'on leur offrait, en fait, de sauver 50%, 60% sur leur taux de change, ils appelaient leur banquier, puis le banquier égalisait, en fait, la cote. Donc, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut se mettre à la place des entrepreneurs. Si tu as le choix de transiger avec la banque directement au même coup, d'envoyer ça à une société qui vient d'exister, qui est pas très connue, surtout si tu envoies 500 000, 1 million, c'est sûr qu'ils vont toujours choisir la banque. Puis surtout que c'est ça, l'argent doit prendre un chemin différent, tandis que s'il fait affaire avec son institution financière, l'argent reste dans le compte, puis c'est un compte à compte, là, en fait. Là. Ouais. Exactement. Donc, les entrepreneurs étaient plus ou moins willing, en fait, de prendre ce risque-là. Mais au moins, je me dis, on a servi à quelque chose. Il y a plusieurs PME qui ont sauvé beaucoup d'argent sur leur change de devise parce qu'ils sont allés négocier après leur banque par la Mais suite. rassure-moi, parce qu'aujourd'hui, parce que, mettons, ça a fait un peu, tu sais, ça a shaké le poignet, mettons, dans le temps, quand vous êtes arrivé avec cette offre de service-là. Est-ce que les frais ont baissé de façon permanente aujourd'hui ou là, ils sont remontés, puis... Pas vraiment, en fait. Aïe, C'est aïe. resté élevé parce que on a parlé après avec des cambistes dans les institutions financières qu'on connaissait, puis essentiellement, on est comme une mouche pour ces grosses institutions-là, où est-ce que c'est fatigant une mouche, mais c'est tout petit une mouche. Fait ils ont baissé les taux, en fait, temporairement aux clients qui venaient les challenger, mais c'est sûr qu'ils les remontent dans le temps. Là. Jusqu'à temps d'écraser la mouche, puis après ça, ils ont reparti comme ils faisaient avant. Exactement, c'est ça. Aïe, Ouais. aïe. Fait que Ça, les hey, deux. ça désillusionne pas du monde financier, puis y a-tu, je sais pas, t'es-tu découragé des fois quand tu regardes ça, quand tu vois ça, ou t'es... En fait, je dirais pas le marché financier, tu sais, comme je vais donner un exemple, l'autre entreprise, Episode Capital, les frais ont diminué dans l'industrie, ce qui est une bonne chose. Oui, pour nous, on est un petit joueur, ça nous a fait mal, mais pour l'investisseur au bout de la ligne, c'est un gain. Donc, il y a eu beaucoup cette vague-là, en fait, tu sais, on les a vus, les Well Samples de ce monde et tout ça, qui ont fait diminuer les frais. Fait que ça c'est vraiment bien. Mais c'est sûr que au Canada, on a un oligopole, toutes les institutions financières, c'est le même problème dans les télécoms. C'est plus le cadre réglementaire, je dirais, au Canada qui fait en sorte qu'il y a moins de compétition, tu sais. Fait qu'en ce sens-là, je dirais, l'industrie en général, je pense que les frais tendent à diminuer parce que plus il y a de la technologie, plus il y a de la compétition, plus les frais descendent en Le monde le général. fait, les gens le font eux-mêmes, là aussi. Les gens le font eux-mêmes. Il y a, les gens sont plus conscientisés. On en parle plus dans les médias et tout ça. Mais je dirais au niveau, je dirais tout ce qui est plus les frais dans les banques, les frais restent élevés étant donné qu'il y a moins de compétition. Là. Fait que c'est vraiment Surtout au Canada, je dirais. c'est ça. Fait que je te posais la question tantôt, je t'ai posé la question pour la gestion de placement, mais Ouais. pour ce qui est au niveau du cambisme et des transactions, des devises, clairement, ce qui se passe ici n'est pas favorable. Mais est-ce que ça, par exemple, ce projet d'entreprise-là aurait pu fonctionner ailleurs? Oui, De exactement. façon plus, mettons, efficace puis plus pérenne dans le temps, plus longtemps? Définitivement. En fait, il y a une compagnie en Grande-Bretagne qui s'appelle TransferWise qui a parti, en fait, la même idée de business après qu'on ait eu l'idée, mais avant qu'on réussisse parce qu'on est au Canada. Puis la compagnie est évaluée il y a une couple d'années à 1 milliard environ. Donc, le modèle a fonctionné dans un autre marché. Donc, c'est sûr Mais que... toi, avant de commencer cette compagnie-là, tu sais, t'as lancé ça dans le fond un peu lean startup, dans le sens que comment je pourrais dire ça? Dans le fond, tu sais, toi, tu pensais que tout était beau, mais t'avais pas validé avant, dans le fond.
En fait, on avait validé, comment je pourrais dire, Mais on c'est est que, allé non, mais faire c'est notre... que sur papier, ça marchait. C'est comme Ouais, si, c'est ça, c'est comme quand, mettons, t'as la meilleure équipe sur papier, tout est beau, mais une fois que tout le monde est sur le terrain, puis devant les autres équipes, c'est pas pareil, là. Non, mais je ex- sais, mais ça fait partie d'un peu de l'évaluation que tu fais avant de. Je sais pas. ben, en fait, on avait quand même eu des discussions avec différentes firmes, mais il y a une différence en dire oui, c'est intéressant, puis oui, j'y vais quand c'est le temps Mhm. de transférer 500 000, mettons. Fait que je dirais qu'on avait quand même vetté avec une coupe de business qui était intéressée. On en a eu des clients là, quand même, là. On a réussi à en faire des transactions. Mais Mais la partie poche, c'est que justement, la banque égalisait le taux. Fait que là. exactement, c'est Ouais. ça. Égalisait ou L'aventure faisait de. mieux. Ah ouais, c'est Sauf ça. que, tu sais, c'est poche parce que tu te dis, ben là, la banque t'as rien de me fourrer. Tu sais, depuis tout ce temps-là. Puis là, ben, ils sentent la menace. Fait que là, tu sais, ça, c'est comme quand t'appelles chez Bell ou chez Vidéotron pour leur dire que Ouais, tel autre, le compétiteur fait telle affaire. Puis là, ils peuvent rien ils faire te le jusqu'à temps que font. tu dises que tu vas switcher. Puis là, ça, ah, ben là, attendez un peu. C'est la même affaire, dans le fond. Ouais, c'est exactement, c'est semblable à ça. Puis c'est fou parce que c'est exactement le même problème qu'il y a au niveau des télécoms au Canada, que je pense C'est qu'il y a aussi dans les banques, là, je veux dire, cette espèce de mainmise-là, puis qui emmène large, pas à peu près, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Je dirais que c'est la même problématique là, que les télécoms. C'est sûr que tu sais, un des avantages, par exemple, au Canada, là, dans le fond, d'avoir, si tu veux, voyons, pas un monopole, là, mais un oligopole, euh, puis que le secteur soit très réglementé, le système financier canadien est très stable, hein. Parce que les banques, dans le fond, font des bons profits. Je veux dire, moins d'histoires comme aux États-Unis que des banques qui font faillite, puis que là, Ouais. ça affecte beaucoup la masse. Fait que, tu sais, il y a des avantages à ça. Fait que, tu sais, il faut tout le temps voir l'envers de la médaille, là. C'est sûr que c'est dommage quand tu essaies de te lancer en business puis de compétitionner contre les banques pour amener un petit peu plus des meilleurs prix dans l'industrie. C'est plate que ça fonctionne pas à cause de ça. Mais de l'autre côté, c'est sûr que le système dans le fond bancaire canadien, c'est une bonne chose qu'il soit stable aussi, là. Ah, c'est ça. Mais là, après ça, là, si tu passes après ça à ta job actuelle, directeur de la transformation chez TransCanada, Ouais, tu as dit que tu t'es défini comme un intrapreneur. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Essentiellement, tu sais, entrepreneur, j'ai mané eu un mentor dans mon expérience professionnelle il m'a comparé ça en fait à vraiment comme une loterie. Fait que les probabilités sont très faibles hein, que tu aies beaucoup de succès, mais le reward est très élevé. Je veux dire, j'ai joué à la loterie 2 fois. Donc, une année aussi, tu te rends compte, tu arrives à un certain âge où est-ce que tu vas avoir un peu plus de stabilité, des enfants, tu vas être un papa qui est présent. Mhm. Donc, de dire, OK, ben, qu'est-ce qui me drive? Moi, c'est de construire. Un entrepreneur, ça veut construire. Puis quand tu travailles dans une PME, dans une petite entreprise que tu as lancée, oui, tu peux construire ce que tu veux, mais souvent, le problème, c'est les ressources. Alors que dans une business qui est plus établie, tu peux construire quelque chose de plus gros, souvent, parce qu'il y a des ressources, tu as des moyens pour aller chercher du talent. En fait, c'est plus facile d'aller chercher des clients. Donc, en ce sens-là, c'est ça que je veux dire par entrepreneur, c'est que Ben, tu es un ah, entrepreneur à l'intérieur d'une business, mais c'est pas toutes les eh, entreprises que le boss ou peu non, importe, tu sais, veut ça, exactement. tu sais. Non, mais il n'y Absolument. a jamais personne qui va se plaindre de ça, parce que Ben, généralement, ça dépend, c'est pas vrai, ça. ben, J'en ai en eu. tout cas, J'en ai eu, ouais, moi, des compagnies où j'étais, puis que t'essayais de faire de quoi à l'intérieur, puis ça marchait jamais, là, parce que tu te faisais mettre des bâtons dans les roues. ouais, mais en tout cas, généralement, dans la grande majorité des cas, t'aimes pas mal plus être quelqu'un qui est obligé de tirer ses brides qu'être celui qui est obligé de donner des coups de pied dans le cul à tes employés parce qu'ils n'ont pas de volonté, puis ils n'ont pas de, tu sais, ils Hum, ont pas l'espèce de drive d'un entrepreneur, hum, justement, de vouloir repousser les limites un peu, là. ouais. Ouais, mais tu as raison, Marc-Antoine. Tu sais, tu peux pas être entrepreneur dans n'importe quel des business. Ça l'a donné qu'il y a vraiment eu un fit. TransCanada Capital, c'est une belle organisation, des gens très brillants. Essentiellement, tu sais, il y a plusieurs années, la caisse de retraite était en gros déficit d'Air Canada, puis c'était un gros problème pour la compagnie. Puis ils ont remis, en fait, ils ont décidé de changer de management, en fait, de la caisse de retraite par celui aujourd'hui qui est encore en place, puis ils ont changé le gros déficit en surplus. Donc, ça a vraiment été un succès là, financier. Donc, c'est vraiment une super belle organisation.
C'est très entrepreneurial. Donc, moi, c'est ça que j'ai aimé, là. Il y a un plan, le président a de l'ambition. Tout le monde a envie de faire grossir la business. Donc, c'est vraiment bien, là. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de construire un gros gestionnaire d'actifs à Montréal, là. Donc, je regrette zéro ma décision d'avoir fermé la business il y a une couple d'années. Puis tu penses que tu voudrais peut-être en repartir une autre éventuellement? Non. Non? Non, en fait. Jamais 203, non? Un jour, je dis pas que je repartirai pas une business, mais pour moi, le secteur financier, c'est terminé dans le sens que c'est un secteur qui est réglementé, qu'il faut que tu aies vraiment beaucoup de moyens financiers pour réussir à avoir du succès. Donc, je vais chercher d'autres secteurs d'affaires là, qui Ouais, non, c'est vont me ça. changer Je les veux pas idées dire aussi. nécessairement dans le même domaine, là, mais partir un autre business, je sais pas, moi, un commerçant en ligne, peu importe. Là, tu sais. Ouais, ça, définitivement ouvert, mais pas tout de suite, dans une Non. couple d'années peut-être. Puis y a-tu quelque chose du fait d'être entrepreneur versus entrepreneur qui te manque aujourd'hui quand tu repenses à ça? Puis si oui, c'est quoi? C'est une super bonne question. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand c'est ta business, c'est toi qui peux décider un peu de la stratégie d'affaires, tout ça. Quand tu es entrepreneur, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas nécessairement toi qui va décider de la stratégie d'entreprise, mais tu peux influencer. Donc, je dirais peut-être ça parfois. Donc, des fois, des décisions. Ouais. Fait que je dirais ça, principalement. Sinon, j'essaye de voir. Non, je dirais que c'est pas mal ça Ok, à l'inverse, y a-tu quelque chose qui te manque vraiment pas d'être entrepreneur? Travailler 7 jours par semaine. Ok. Ah Ouais. ouais, parce que tu fais ça. Moi, ça a toujours été Ouais. quelque chose, par exemple, que je voulais pas faire, ça. Travailler Ouais. 7 jours semaine, 60 heures semaine, le soir, les fins de semaine, etc. J'ai toujours dit que j'allais mettre la ligne entre, tu sais, je travaille, tu sais, je fais mes affaires, ces heures de travail. Tu sais, c'est sûr que tu y penses tout le temps, mais je suis pas en train d'être assis devant mon ordi le soir à 8h30, 9h. Mais Ouais. j'imagine que dans le cas, surtout quand c'était Miridex, au niveau des devises, en tout cas, il me semble, je peux me tromper, là, c'est pas mon domaine d'expertise, là, mais les devises, ça roule tout le temps, quasiment 24 heures sur 24. Là. Ouais, je dirais que, tu sais, pour être honnête, là, le Meridex, moi, j'étais là, dans le fond, comme plus pour la stratégie, en fait, de l'entreprise, mais c'était un de mes associés qui gérait la business au day-to-day, étant donné que je travaillais à temps plein chez Ipsol. Euh, mais je dirais que c'est plus, puis tu sais, même si les marchés sont ouverts 24 heures sur 24, ben, nous, je veux dire, il y avait des ouvertures, des heures d'ouverture là, pour notre bureau virtuel. Là. Donc, on Ok. prenait pas d'appel le soir, la fin de semaine. Mais je dirais, tu sais, pour Ipsos, c'est pas nécessairement par choix que j'ai eu à travailler beaucoup comme ça. Je dirais, tu sais, ça commence au début de dire, OK, ben regarde, on a 150 millions, par exemple, des clients qui sont intéressés à investir avec nous. Bon, ben, j'ai 4 mois pour bâtir toute l'infrastructure, en fait, d'un gestionnaire d'actifs pour être capable d'accueillir cet argent-là. Fait qu'il y a du travail pour 4 mois, puis ça marche pas de 5 jours par semaine. Non, non, exact. Toi, Ouais. c'est différent parce que tu bâtissais une plateforme, tu sais, tu bâtissais quelque chose qui, tu sais, fait que je suis bien conscient que ça dépend vraiment des secteurs, là, tu sais, si t'inventes un produit ou peu importe, là, tu sais, ceux qui sont ben, pas des ingénieurs, là, mais tu sais, qui bâtissent quelque chose. Ben, c'est un peu des ingénieurs ou des architectes, comme il Des disait architectes, tantôt, je là, ou pense. quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est ça dépend. Une business service qui fait affaire avec pendant les heures d'affaires, tu sais, oui, tu peux Ouais, travailler le soir pour essayer de te bâtir un petit produit, je sais pas, moi, du contenu plus ou des affaires comme ça, mais tu sais, ouais, je parle dans mon cas, mettons, là. Mais tu sais, en ouais, gros, ouais. j'ai pas tant besoin Est-ce que toi, dans le fond, vous aviez un bureau? Vous étiez deux dans les deux business? Ou, Non, non, dans le fond, on était 4 associés pour chez OK. Ipsol Capital. Donc, il y avait il y en a 3 sur 4, c'est des anciens collègues de chez Desjardins, puis il y en a un OK. autre, en fait, qui travaille à la banque CIBC. Donc, c'est Mais ça. aviez-vous un bureau ou vous étiez chacun chez vous? Ouais, on avait un bureau dans le OK. Vieux-Montréal. Il y a un Ben, c'est vrai ça. bureau physique, là, dans le fond. Là. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, Parce que, tu sais, j'allais dire, tu sais, c'est tout le monde chez eux, un aspect qui est vraiment dur, je pense, en tout cas dans mon cas, c'est quand t'es tout seul chez vous, tu sais, puis que j'ai pas d'équipe comme telle d'employés temps plein. Moi, à part des pigistes, là, qu'on se parle en ouais. virtuel, mais j'ai pas, c'est la solitude, je trouve, qui est le truc le plus dur, mettons. Ouais, définitivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, au début, en fait, quand on a lancé Ipsol, on n'a pas eu le bureau tout de suite. Mhm. Donc, les premiers mois, je travaillais beaucoup de la maison.
Mais après, c'est ça, quand j'avais l'opportunité, quand on avait le bureau, j'allais plus au bureau. Mais la solitude que tu parles, Marc-Antoine, je l'ai vécu un peu dans la pandémie. Puis je comprends exactement ce que tu veux dire. Moi, ça fait 5 ans que je vis ça. Marc-Antoine, ça fait 5 ans qu'il est en pandémie, lui. C'est pas mal bon. Ouais, non, je sais, c'est ça. Tu sais, j'essaye de. Tu sais, j'ai des groupes, des affaires comme ça, mais c'est jamais comme du présentiel dans un bureau, aller niaiser sur le bord de la machine à café. Tu sais. Ouais. Mais tu disais tantôt, puis justement, là, tu viens de glisser sur de quoi, puis ça m'intéresse. Quand tu es rentré chez Desjardins en 2008, tu es arrivé pendant la crise. Puis, tu sais, Juste avant, ouais. mais ce que tu semblais dire, c'est qu'à cette époque-là, malgré la crise, pour toi, à ce moment-là, ça a créé des opportunités. Ouais, exact. Là, tu as vécu une autre crise plus tard, qui est la pandémie. Ouais. Chez Transcapital, je veux dire, là, c'était pas un monde d'opportunités. C'était quoi? Comment t'as-tu vécu ça différemment? Qu'est-ce qui a été, ça a-tu été, je sais pas, paniquant? C'est quel genre d'expérience que tu as vécu par rapport à tout s'ouvre pour moi en 2008, puis là, c'était-tu tout peut se refermer pour moi en 2020? Comment tu as vécu ça? Je dirais, c'est une super bonne question, Tristan. C'était vraiment différent dans le sens que mon rôle était différent. La pandémie, en fait, ça a accéléré une transformation numérique. Donc, je dirais que ça a été un peu un facilitateur à ce que les différents membres des équipes utilisent la technologie dans leur travail. Mais c'est sûr que d'un côté, ça a aussi été une charge de travail parce qu'il fallait réussir à former en fait tous les gens sur de nouveaux outils comme Microsoft Teams, SharePoint et tout ça. En même temps, il fallait renouveler tout notre parc informatique pour que ça fonctionne bien dans un mode hybride. Donc, ça a vraiment été un accélérateur de la transformation, je te dirais, la pandémie. Donc, en ce sens-là, c'était bon. Nous, c'est sûr qu'on commençait à avoir je dirais, on avait le vent dans les voiles, où est-ce que nous, on a environ, quand je suis arrivé, on était environ 55 personnes. Puis là, on est rendu 120. Donc, on a embauché massivement pendant la pandémie. OK. Donc, c'est tout un challenge d'intégrer des gens à distance, ouais, c'est ça. de garder la même culture d'entreprise. Oui, exactement. Puis en même temps, ben nous, on était, je dirais, tu sais, on avait un plus petit bureau à l'époque, fait qu'on a embauché plus de gens qui avaient de place pour asseoir tout le monde. Donc, ça nous a forcé à être créatifs, puis de transformer notre bureau. Est-ce que tout le monde avait une place attitrée en bureau mobile? Donc là, les gens implantaient un logiciel, dans le fond, qui permet de réserver des bureaux. En fait, pour que on puisse, dans le fond, tu sais, les gens, dans le fond, quand ils veulent aller au bureau, ben ils se louent un bureau. Donc, je dirais qu'on a essayé de capitaliser sur, de changer une problématique en opportunité, là. OK. Tu parles, puis je pense que tu es beaucoup justement dans la technologie. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui semble te caractériser. Là, partout où tu es rentré, je pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup cherché à implémenter puis à utiliser pour toutes les upsides que ça peut avoir. Si tu avais été encore en affaires avec soit la firme d'investissement, en fait, je vais me concentrer sur la firme d'investissement. Tu penses-tu que la pandémie aurait peut-être eu un effet différent sur vous autres, c'est-à-dire de vous, un espèce d'effet catalyseur, puis de vous propulser parce que toi, tu avais cette approche-là, beaucoup de technologie, puis En fait, tu sais, on avait, chez Epsol, on avait développé toute la technologie. Fait que la technologie était déjà là, on était déjà en avance. Le problème, c'est vraiment, comment je pourrais dire, oups, ouais, OK. En fait, c'est ça, le problème, c'est vraiment au niveau de, étant donné que les revenus, comment je pourrais dire ça? Je pense pas que si j'avais persisté, on avait continué à être en business, la business aurait fermé l'année passée parce que le président fondateur est décédé. C'est une industrie, en fait, c'est une industrie, en fait, qui est basée sur la confiance. Puis sans lui, ben, c'est sûr que la business fonctionne pas. Mais donc, ça faisait un bout de temps pareil, là. Maintenant, la confiance est bâtie. Faut qu'il soit là tout le temps, lui. Ben, du moins, oui, je dirais encore là plusieurs années, ouais. Okay. Qu'il y ait une relève qui soit formée et tout ça, fait que ça prend quand même un petit temps
Donc, ouais. De solidifier le réseau de contacts aussi fort que celui que, mettons, le fondateur avait, j'imagine. Ça, Exact. Puis, tu sais, aussi, c'est super important que les stratégies de placement performent bien. Puis même si on était innovateur dans nos stratégies de placement, pendant 5 ans, ça n'a pas fait le rendement qu'on aurait pensé. Donc là, tes clients sont à risque de s'en aller, étant donné que tu ne génères pas les rendements, dans le fond, pas que tu avais promis, mais que tu visais. Donc, je dirais que... Sur l'année passée, je pense que tout le monde a fait moins 10%. Ouais. La particularité, en fait, dans le milieu institutionnel, c'est que tu n'es pas évalué nécessairement en version en absolu, vraiment en relatif par rapport au benchmark. Donc, tu peux avoir fait moins 10%, mais le marché a fait moins 20%, puis tu vas vraiment apparaître comme un bon gestionnaire. Ouais. Donc, c'est à ça la différence. Mais quand le marché plante aussi, tes revenus plantent parce que tes revenus sont basés sur un frais sur les actifs que tu gères. Donc, je pense qu'honnêtement, on a vraiment pris la bonne décision de fermer la business parce que avec la baisse des marchés, je pense que qu'il y a eu là 2 ans au début de l'année de la pandémie, ça nous aurait vraiment fait mal. Je pense pas qu'on aurait pu survivre à ça. Ça vous aurait saigné un peu probablement. Puis... Exactement. Ouais. Je me serais juste plus épuisé. Ouais. C'est bien correct. Ah, c'est ça. T'as pris la décision au bon moment sans savoir ce qui s'en venait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, avec recul, je suis capable de dire que j'ai vraiment pris la bonne décision. Oh, ouais. That's it. Puis ouais, vas-y, excuse. Non, rien. Je voulais voir si t'avais d'autres questions. Ouais, mais moi, je suis juste curieux de voir est-ce que Transcapital s'en va dans je dirais ça, des ambitions ou des visées de devenir gros comme une espèce de Teachers en Ontario? C'est ça l'objectif? En fait, c'est sûr que Teachers, ça reste, c'est plus une caisse de retraite là, des enseignants. Fait que c'est pas un gestionnaire d'actifs qui vise à aller chercher des actifs de d'autres caisses de retraite. Mais oui, c'est sûr qu'on a l'ambition, on a des ambitions de croissance importantes. Donc, oui, définitivement, moi, c'est ça qui m'attire, là, de travailler à bâtir un gestionnaire d'actifs qui vise à devenir important. Donc oui, des grosses perspectives, je dirais, ambitions de croissance. Là. Je pense, en tout cas, je t'écoute pareil depuis tantôt, puis on se posait la question, puis Marc-Antoine a demandé, c'est quoi la différence un entrepreneur. Mais en tout cas, je pense s'il y a quelque chose qui relie l'entrepreneur et l'entrepreneur, c'est d'être tout le temps dans l'action. Là. De jamais, jamais être statu quo. Je t'écoute parler, t'es là, mais tu veux aussi que ça continue d'avancer, que ça continue de croître, puis que ça continue de s'élever comme organisation. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Là. C'est ça l'espèce de lien commun entre les deux. Je pourrais pas résumer mieux ce que tu viens de dire. Ouais. Sauf que tu travailles pas 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. Exactement. Tu peux arrêter d'y penser. J'imagine. Mais il y a peut-être ça, par exemple. Ta tête ne doit pas arrêter comme un. Tu sais, je veux dire, l'entrepreneur, je pense qu'en même temps, à la différence du simple employé, puis je dis pas ça de façon péjorative, là, mais dans le sens que l'entrepreneur, même si oui, il y a une limite au niveau du temps qu'il accorde au travail, puis il fait pas du 7 jours semaine, reste que ta tête continue tout le temps de rouler pareil, même si t'es pas au bureau, là, comme un entrepreneur. Définitivement. Je te dirais, j'ai le même mindset que quand c'était ma business. C'est juste que, dans le fond, j'ai un peu comme toi, Marc-Antoine, Mané, tu as pris la décision de dire, moi, je travaille plus, mettons, la fin de semaine puis les soirs. Quand tu n'es plus à ton compte, Mané, tu mets aussi ces limites-là. Donc, je veux pas dire que je travaille jamais la fin de semaine ou les soirs, mais c'est pas la norme. Ça veut pas dire que tu y penses pas, là, comme on dit. Mais tu sais, même quand j'étais en entreprise, moi, j'ai toujours été directeur de compte, tu sais, je pensais quand même, le soir pour la fin de semaine, des fois, tu sais, tel client, qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, mettons, pour aller chercher un nouveau produit, tu sais, ils vendent une nouvelle affaire ou l'upseller un peu ces affaires-là. Fait que tu y penses quand même tout le temps. Là. Je sais pas, en fait, là, je parle pour moi, mais je pense que c'est rare quand même des gens qui sont capables de faire la coupure complètement. Il y en a, puis je les admire, pour vrai. Moi, c'est tout le temps les gens que j'admire. Ceux qui font la coupure à 5h01, là, pour vrai, là, c'est des dieux. Là. C'est des machines. Je m'incline devant leur grandeur d'âme, pour vrai. Là. Je sais pas comment ils font ça, mais moi, je suis incapable. Il y en a que l'exercice aide à faire ça. Ouais, ou le chemin. Il y en a qui m'ont déjà dit d'être pogné dans le trafic en revenant chez nous, ça m'aide à faire la coupure. Écoute, ça fait 2 fois plus en tout cas, je vais pas dire le mot que j'allais dire, là, mais c'est ça. Ça dépend des gens. Moi, je serais plus en mode réflexion si j'étais pogné dans le trafic. Je me dirais, là, j'ai du temps à perdre, fait que je vais le rentabiliser. Ouais. Non, je m'ennuie pas de ça.
D'être pogné dans le trafic, tu veux dire? Hey boy. Non. Ça, c'est l'avantage de travailler de la maison, par contre. Ouais, exact. Ouais. Mais Yeah. ça, c'est vrai. C'est juste que, mettons que le même linge revient souvent. Je vais juste dire que je suis témoin, mais parce que je sais qu'on a eu des meetings ensemble, mais oui, effectivement. Mais en fait, c'est que ça coûte moins cher de vêtements, par exemple. Ah, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La bonne nouvelle. Puis juste plein d'avantages. tu sais, Luc, est-ce que tout est revenu pas mal au niveau d'avant pandémie? Tu sais, je parle au niveau de la présence au travail, la façon de travailler, tu sais, même je dirais que non. Je pense que vraiment la pandémie va amener des changements durables qui sont positifs. Je dirais, nous, ça va rester hybride. Okay. Donc là, tu vois, les directeurs et en above, dans le fond, c'est 3 jours par semaine. Alors que, je veux dire, les autres, c'est 2 jours qui sont exigés, dans le fond, de venir au bureau. Donc, les gens, ils se prévalent de leur droit là, de travailler de la maison. Là. Puis les gens apprécient aussi. Okay. Puis bizarrement, tu sais, pendant la pandémie, avant, en fait, il y a les gestionnaires, je veux dire, le management n'aimait pas trop ça, le télétravail. On dirait qu'il y avait comme la mentalité de dire les gens, ils sont à la maison, ils font du lavage, ils font tout sauf travailler. Oui. Non, mais la vérité, c'est que c'est vrai pareil. Le monde fait ça aussi en étant, mais tu sais, t'es plus productif, moi je pense. Là, j'ai toujours pensé de même. Quand j'étais employé dans une compagnie puis que je travaillais à la maison, ben j'étais toujours plus productif les journées que je travaillais à la maison. On n'est pas en 1920, là. C'est pas le monde qui lave leurs vêtements. Là. Il est sac dans la laveuse puis elle fait le travail pour eux autres. Ouais, on s'entend, c'est ça. Ça prend 30 secondes de mettre ça dans la laveuse. C'est ça, là. Exact. Fait que, quand ben même t'écoutes 2 émissions Netflix dans ta journée, je veux dire... ouais, ça aide pour la productivité. Non, c'est ça. Ah, mais moi, j'ai une dernière question, puis je sais pas si Marc-Antoine t'en as une autre après, mais tu sais, t'es le directeur de la transformation, puis je suis intéressé de savoir, selon toi, ton expérience, ça fait quand même longtemps, je savais pas que ça faisait aussi longtemps que t'étais là-dedans, mais ça va être quoi les prochaines transformations, puis de quoi va avoir l'air toute cette espèce d'écosystème-là de l'investissement puis de la finance dans 5 ans d'ici, mettons? C'est une super bonne question. C'est sûr que, tu sais, en fait, une firme de gestion de portefeuille, là, comment tu vas te distinguer des autres joueurs, c'est comment tu vas être capable de bien analyser les données. Donc, vraiment de devenir une organisation data-driven. Donc, je dirais tout ce qui est la techno au niveau vraiment d'être capable d'ingérer des gros sets de données, être capable de les analyser en temps réel. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, des méthodes mathématiques pour être capable de donner un sens à ces données-là. Donc, je dirais que c'est vraiment à ce niveau-là là, que, tu sais, à quoi va ressembler une firme de gestion plus tard, en 2023-2024, c'est vraiment au niveau de la gestion des données, des analytiques en temps réel, puis utiliser les nouvelles techniques là, de AI dans l'analyse des données. C'est ça que j'en ai une question, moi, pour rebondir là-dessus. Ouais, moi, juste savoir, c'est ça le buzzword de dire de l'agilité, d'être capable de négocier avec tout ça, puis... Ouais, je pense que les organisations modernes, il faut être agile parce que tout bouge rapidement. Donc ça, c'est super important d'avoir ça comme qualité, là, comme organisation. Fait que oui, là-dessus, Tristan, je suis d'accord avec toi. Okay. Penses-tu qu'un jour, tu as parlé d'intelligence artificielle, puis ça, on en parle de plus en plus. Je savais que tu allais aller là-dessus, cette année. Ben non, mais c'est-tu un domaine à risque, dans le sens que l'intelligence artificielle s'améliore à vitesse grand V avec le temps? Fait que est-ce que tu penses qu'un jour, c'est le genre de secteur qui est appelé à être entièrement géré par une intelligence artificielle, ou en tout cas en grande partie? Je pense, moi, j'ai toujours vu, en fait, le AI comme un outil d'aide à la décision. Ouais. Tu sais, j'étais allé à une conférence il y a plusieurs années où est-ce qu'il y avait le directeur de la recherche en intelligence artificielle de Google à Montréal qui était là. Puis, tu sais, il comparait l'intelligence artificielle à, tu sais, il y a beaucoup de buzz autour de ce mot-là. Mais c'est comme l'intelligence à peu près d'un enfant de 4 ans. Là. Faut tout le temps que tu y répètes la même affaire plusieurs fois avant qu'ils réussissent à comprendre, tu sais. Fait que tant que les techniques réussiront pas à faire en sorte, tu sais, de pouvoir apprendre très rapidement, mais ça va venir, ça, pas mal plus vite qu'on pense. Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas encore rendue à apprendre à apprendre.
Je sais pas si c'est Ah, ça clair ce dépend que dans je quoi dis, ça. là, Oui, c'est clair, puis c'est pas vrai ça. C'est en train, puis il parlait justement de GPT-3, puis du 4, comment il va être, je pense, 100 000 fois plus puissant. Fait que ça, c'est Ouais. le 4. Imagine mec, soit rendu à 10. Mais j'ai Ouais. l'impression, puis tu sais, Luc, dis-moi si je me trompe, mais il y a quelque chose dans la finance, puis dans tu sais, tout ce que tu fais, qu'il y a une question de feeling là-dedans aussi, là, tu sais, d'intuition en affaires, puis que l'intelligence artificielle pourra peut-être jamais reproduire. Je vais vous dire, parce que c'est très cartésien, l'intelligence artificielle aussi, en même temps. Ben là, si tu Ouais. gères les finances sur le feeling, je te Ouais, passerai pas mon argent. ouais, mais reste que, dans le fond, les marchés, tu sais, il y a un gros terme de recherche en finance qui s'appelle behavioral finance. C'est que les marchés financiers, souvent, quand on regarde tu sais, les marchés qui piquent ou tu sais, qui perdent la valeur à chaque jour, c'est basé sur des comportements, des milliers de comportements humains, là, tu sais, qui réagissent aux nouvelles. Hein. Tu sais, la preuve, je suis sûr que quand le marché plante de 20%, tu te demandes si tu devrais vendre. Ouais. Mais tu sais, en même temps, Donc, l'intelligence artificielle, mettons qu'elle apprend puis tout ça, je veux dire, tout le monde peut pas devenir milliardaire non plus, sinon ça marche non, plus. ouais, c'est ça. Fait Ce qui va se que, passer, c'est que si c'était juste l'intelligence artificielle, dans le fond, tu sais, qui était Dicté. capable de gérer les portefeuilles, les investissements, ben maintenant, il n'y en aurait plus de marché parce que tous les modèles convergeraient à la même place, tu sais. Fait que ouais. je vois pas, tu sais, je pense que ça va rester un outil d'aide à la décision. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a une espèce de côté intuitif qui demeure dans la finance qui ne pourra jamais, par rapport à comment tu réagis à des nouvelles, à des. Un humain, comme tu disais tantôt, juste la réaction de sa plante de 20%, qu'est-ce que je fais? Tu peux pas reproduire ça dans une intelligence artificielle, cette espèce de sentiment-là. Ouais. Puis qui Ouais, crée sauf des qu'il peut se mouvements de baser panique sur des sur les données marchés. historiques puis faire des extrapolations pour le futur, tu sais, puis Mais c'est ça, en c'est tout un cas, outil. C'est pas ouais. un. Ça a pas. En tout cas, On je verra, comprends ce le que temps ça le veut dire. dira. Le temps le Mais dira. définitivement, c'est sûr que ça va bouleverser bien des choses, là, l'évolution de l'intelligence artificielle. Là. Mais ça doit déjà le faire un peu. Ça le fait déjà, effectivement. Ça le fait Ok. déjà dans plusieurs domaines, là, Ouais. mais on le voit déjà. Puis c'est vrai, GPT, c'est vrai que tu sais, c'est impressionnant là, ce qu'ils ont réussi à construire OpenAI là, comme algorithme, là, qui est capable d'écrire des textes et tout ça. Là. Ouais. C'est, Ouais, D'aller tu fetcher peux avoir une l'information. conversation Puis, avec. Mais là, ils ont greffé ça maintenant avec Microsoft a racheté ça. Ils ont greffé ça avec Bing. Puis là, t'as Google qui a le sien aussi qui est en ouais, place, là, Bard. Fait qu'ils vont ouais. en avoir tu sais, de plus en plus. Fait que c'est comme la guerre. Tu sais, dans le fond, c'est qui le premier qui va contrôler le moteur de recherche. Là. Tu sais, Google est le ouais. dominant depuis des années, mais. Mais j'ai hâte de voir si ça va être éphémère. Puis je m'explique, là, ça n'a pas rapport avec ce qu'on est en train de parler, mais tu sais, les Alexa puis les Google Home de ce monde, c'était bien cool, Ouais. puis c'était bien à la mode, puis pour vrai, j'en entends même plus parler. Ben, Tu sais, fait c'est que, encore là pas mal, non? Tu sais, ben toutes les écoute, séries, ces affaires-là. ouais, mais tu sais, le dispositif d'avoir quelqu'un qui te répond chez vous quand tu fais des recherches ou quoi, moi j'ai vu du monde que c'est rangé puis ça prend poussière là, chez eux, là, puis qu'ils l'utilisent même Ouais, plus. Là. Ah, c'est ouais. vrai qu'il y a eu un buzz quand même, puis c'est moins, on Mais en c'est pas de parle moins. l'intelligence artificielle vraiment, ça. Là. Ben, Ben, un peu d'apprentissage Ou dans en tout cas, cette c'est histoire-là. primaire, c'est très Ah ouais, c'était niveau 1, là, on s'entend. Là. c'est ça. Tu sais, ouais, maintenant, non. tu peux rédiger des textes tu sais, ben, en fait, tout ce qui est les deepfakes et ces choses-là, là, avec tu sais, des modèles d'images, ces affaires-là, d'après moi, ça risque de. Je pense pas que ça va être éphémère. Là. Je pense que plus ça Mais va tu sais, aller, plus il va en avoir. mais tu sais, l'affaire pour qu'ils réussissent, là, dans le fond, à bâtir en fait, que les modèles soient si bons que ça. Tu sais, mettons, tu parles d'images, mais ils ont loadé, tu sais, ils ont analysé, ils ont fait rouler, dans le fond, euh, excuse, ils ont poussé des images, des milliards d'images, dans le fond, à ces engins-là là, de AI là, pour qu'ils puissent Faire de apprendre l'apprentissage. Ouais. exactement, faire l'apprentissage. Donc, tu sais, quand je disais tantôt qu'on compare ça, dans le fond, on peut comparer ça à un enfant de 4 ans, c'est que l'humain, des fois, tu vas voir deux choses, puis tu vas tout de suite faire le lien. Euh, dans le fond, être capable d'inférer, mettons, une action ou quelque chose versus la machine, elle a besoin que tu y pousses
des millions de fois de l'information similaire pour qu'ils réussissent à comprendre, tu sais. Ben, c'est comme les algorithmes, tu sais, des moteurs de recherche des médias sociaux, ces affaires-là pour la pub, ces trucs-là. Là. Exact. Donc, Ils apprennent sur le data qu'ils ont, mais à un moment donné, ils sont sur le capables de data. faire des modélisations, puis C'est ça l'affaire où est-ce que ça devient poussé, c'est qu'à un moment donné, oui, il faut que tu feeds beaucoup de data, mais à un moment donné, c'est capable de s'auto-générer. Ouais, non, c'est ça. Tant que tu as feedé ton modèle avec beaucoup de data, C'est ça. après, je veux dire, ça fonctionne bien. Mais reste que si, mettons, ton algorithme d'AI a besoin d'être capable de prendre une décision rapidement sur une situation nouvelle qui n'a pas d'information, tu ne seras pas capable. Là, Non, tu sais. ça, non. Tu peux pas surveiller sur un dissène comme un humain peut être en mesure de le faire. Ouais. Exactement. Fait que Non, ça, je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, là, pour faire en sorte que les modèles apprennent plus vite avec moins d'infos. Mais ce que je comprends... Terminator, c'est pas si une utopie que ça. Ah, non, c'est vrai. On va choisir un exemple un petit peu plus positif, là, mais écoute, on va le prendre. Il y en a pas, parce que c'est tout le temps, j'ai dit, c'est plus tout le temps des affaires justement de fin du monde puis d'affaires de même. Ouais. Dystopique. Anyways, ça dévie. Yes. Ben Luc, merci. C'était vraiment cool. Merci beaucoup de ton temps. Merci. On aurait pu le jaser pendant des soirées, des journées de temps là-dessus, mais écoute, non, c'est... On fait un autre épisode sur l'intelligence artificielle. Ouais. C'est bon. Yes. Super. Ben, merci, messieurs, pour votre invitation. Puis à la prochaine. Yes, merci. Puis Tristan, toi, as-tu un petit mot de la fin? Un mot de la fin aujourd'hui, je dirais transformation, parce qu'écoute, Luc est le directeur de la transformation, puis on comprend dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui que le secteur financier est plongé dedans, est en pleine transformation. Donc, ça va être le mot de la fin aujourd'hui. Bon, ben that's it. Okay, sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit, ben, dans ce cas-ci, à la semaine prochaine, pour un autre invité. Yes, bonne semaine.